Bonjour et bienvenue dans ma lecture d'un cœur simple, dans les 3 contes de Gustave Flaubert. Lecture que je poursuis pendant quelques semaines, chapitre par chapitre, avec des petits commentaires, mais aucune coupure dans ma lecture, aucun moment où je vais rafistoler la vidéo, donc il y aura peut-être des petites hésitations dans ce que je vais lire. J'en suis au chapitre 4. Le chapitre 4, il va être question, je crois, je redécouvre en direct cette lecture-là, faite il y a déjà pas mal de temps pour moi. Il va être question d'un perroquet qui avait été offert à Félicité, dont on a raconté la vie à la fois douloureuse et banale auparavant. Il s'appelait Loulou. Son corps était vert, le bout de ses ailes roses, son front bleu et sa gorge dorée. Description extrêmement simple par les couleurs de cet oiseau. Mais il avait la fatigante manie de mordre son bâton, s'arrachait les plumes, éparpillait ses ordures, répandait l'eau de sa baignoire. Madame Aubin, qui l'ennuyait, le donna pour toujours à Félicité. Elle entreprit de l'instruire. Bientôt il répéta « Charmant garçon !» « Serviteur, monsieur, je vous salue Marie. » Il était placé auprès de la porte, et plusieurs s'étonnaient qu'il ne répondît pas au nom de Jacques, puisque tous les perroquets s'appellent Jacques. On le comparait à une dinde, à une bûche, autant de coups de poignard pour Félicité. On trouve à nouveau cette ironie quand même de Flaubert, qui montre bien aussi que Félicité au fond s'accroche d'emblée à ce perroquet. Étrange obstination de Loulou, ne parlant plus du moment qu'on le regardait. Néanmoins, il cherchait la compagnie, car le dimanche, pendant que ces demoiselles Rochefeuille, et c'est est en italique ici, ces demoiselles, on voit bien que c'est le discours qu'on entend, ces demoiselles, il y a un côté un peu snob à parler comme ça. Monsieur de Houppeville et des nouveaux habitués. En froid, l'apothicaire, monsieur Varin et le capitaine Mathieu faisaient leur partie de cartes. Ils cognaient les vitres avec ses ailes et se démenaient si furieusement qu'il était impossible de s'entendre. La figure de Bourret, sans doute, lui paraissait très drôle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on passe au point de vue du perroquet lui-même, et non plus ni d'un narrateur qui serait externe, ni de Félicité, ni de Madame Aubin, mais vraiment de Loulou. La figure de Bourret, sans doute, lui paraissait très drôle. Dès qu'il l'apercevait, il commençait à rire de toutes ses forces. Les éclats de sa voix bondissaient dans la cour, l'écho les répétait, les voisins se mettaient à leurs fenêtres, riaient aussi. Et pour n'être pas vu du perroquet, Monsieur Bourret se coulait le long du mur, en dissimulant son profil avec son chapeau, atteignait la rivière, puis entrait par la porte du jardin. Et les regards qu'il envoyait à l'oiseau manquaient de tendresse. Loulou avait reçu du garçon boucher une chiquenaude. S'étant permis d'enfoncer la tête dans sa corbeille. Et depuis lors, il tâchait toujours de le pincer à travers sa chemise. Fabu menaçait de lui tordre le cou, bien qu'il ne fût pas cruel, malgré le tatouage de ses bras et ses gros favoris. Au contraire, il avait plutôt du penchant pour le perroquet, jusqu'à vouloir, par humeur joviale, lui apprendre des jurons. Félicité, que ses manières effrayaient, le plaça dans la cuisine. Sa chaînette fut retirée et il circulait par la maison. Quand il descendait l'escalier, il appuyait sur les marches la courbe de son bec, levait la patte droite
puis la gauche. Et elle avait peur qu'une telle gymnastique ne lui causât des étourdissements. On voit aussi les croyances un peu farfelues de Félicité ici avec cette image de la gymnastique. Il devint malade, ne pouvant plus parler ni manger. C'était sous sa langue une épaisseur, comme en ont les poules quelquefois. Elle le guérit en arrachant cette pellicule avec ses ongles. Monsieur Paul un jour eut l'imprudence de lui souffler aux narines la fumée d'un cigare. Une autre fois que madame Lormeau l'agaçait du bout de son ombrelle, il en happa la virole. Enfin, il se perdit. Là, tout d'un coup, on annonce quelque chose qui a l'air d'être totalement dramatique, alors qu'on était plutôt dans un ton léger. Il se perdit. Avec, évidemment, en parlant de cet animal, une forme d'humanisation. Et le perroquet prête évidemment à ceci, étant donné qu'il parle, ce qui est évidemment très rare chez les animaux. Elle l'avait posé sur l'herbe pour le rafraîchir, s'absenta 1 minute. Et quand elle revint, plus de perroquet. D'abord, elle le chercha dans les buissons, au bord de l'eau et sur les toits, sans écouter sa maîtresse qui lui criait « Prenez donc garde, vous êtes folle !» Ensuite, elle inspecta tous les jardins de Pont-l'Évêque et elle arrêtait les passants. « Vous n'auriez pas vu quelquefois, par hasard, mon perroquet ?» À ceux qui ne connaissaient pas le perroquet, elle en faisait la description. Tout à coup, elle crut distinguer derrière les moulins, au bas de la côte, une chose verte qui voltigeait. Mais au haut de la côte, rien. Un porte-balle lui affirma qu'il l'avait rencontré tout à l'heure, à Melaine, dans la boutique de la mère Simon. Elle y courut. On ne savait pas ce qu'elle voulait dire. Enfin, elle rentra. Épuisée, les savates en lambeaux la mort dans l'âme. Et assise au milieu du banc, près de madame, elle racontait toutes ses démarches quand un poids léger lui tomba sur l'épaule. Loulou. Que diable avait-il fait? Peut-être qu'il s'était promené aux environs. Elle eut du mal à s'en remettre, ou plutôt ne s'en remit jamais. On dramatise cet événement assez anodin. Il a disparu pendant un moment, puis il est revenu. Rien de bien terrible. Et pourtant, elle ne s'en remit jamais. Par suite d'un refroidissement, il lui vint une angine. Peu de temps après, un mal d'oreille. 3 ans plus tard, toujours ce sens de l'ellipse chez Flaubert. Il lui vint une angine, peu de temps après, 3 ans plus tard. D'un coup, on a passé 3 ans sans s'en rendre compte. 3 ans plus tard, elle était sourde. D'un coup, c'est la vieillesse, au fond, qui arrive brutalement parce qu'on n'a pas laissé la description se faire de ces 3 ans, qui évidemment rendrait peut-être le moment où se développe la surdité plus progressive. Et elle parlait très haut, même à l'église. Bien que ses péchés auraient pu, sans déshonneur pour elle, ni inconvénient pour le monde, se répandre à tous les coins du diocèse, monsieur le curé jugea convenable de ne plus recevoir sa confession que dans la sacristie. Des bourdonnements illusoires achevaient de la troubler. Souvent sa maîtresse lui disait « Mon Dieu, comme vous êtes bête !» Elle répliquait « Oui, madame », en cherchant quelque chose autour d'elle. Il y a ce mépris des maîtres pour leurs serviteurs. « Mon Dieu, que vous êtes bête !» Évidemment, c'est d'un brutal, d'un méchant achevé. Le petit cercle de ses idées se rétrécit encore. Il y a cette ironie-là encore de Flaubert lui-même vis-à-vis de son personnage, pour qui pourtant on a l'impression qu'il a une certaine tendresse, mais là, le petit cercle de ses idées se rétrécit encore. Et le carillon des cloches, le mugissement des bœufs n'existait plus.
Évidemment, c'est aussi cette surdité qui est évoquée ici. Tous les êtres fonctionnaient avec le silence des fantômes. C'est aussi une phrase assez géniale. Tous les êtres fonctionnaient avec le silence des fantômes. Ce verbe fonctionnait. Il y a quelque chose tout d'un coup presque de l'ordre du fantastique dans cette nouvelle pourtant réaliste qui apparaît ici. Un seul bruit arrivait maintenant à ses oreilles, la voix du perroquet. Comme pour la distraire, il reproduisait le tic-tac du tournebroche, l'appel aigu d'un vendeur de poissons, la scie du menuisier qui logeait en face. Et au coup de la sonnette, imitait Madame Aubin. « Félicité! La porte! La porte !» Ils avaient des dialogues, lui débitant à satiété les 3 phrases de son répertoire, et elle y répondant par des mots sans plus de suite, mais où son cœur s'épanchait. Loulou, dans son isolement, était presque un fils, un amoureux. Il escaladait ses doigts, mordillait ses lèvres, se cramponnait à son fichu. Et comme elle penchait son front en branlant la tête à la manière des nourrices, les grandes ailes du bonnet et les ailes de l'oiseau frémissaient ensemble. Cette fusion de la femme et de l'animal ici, qui rassemble 2 solitudes peut-être, en tout cas la solitude de Félicité, qui est compensée par la compagnie de Loulou. Quand des nuages s'amoncelaient et que le tonnerre grondait, il poussait des cris, se rappelant peut-être les ondées de ses forêts natales. On part à l'autre bout du monde. Le perroquet, évidemment, c'est l'animal exotique par excellence. Le ruissellement de l'eau excitait son délire. Il voletait éperdu, montait au plafond, renversait tout, et par la fenêtre allait barboter dans le jardin. Mais revenait vite sur un des chenets, et sautillant pour sécher ses plumes, montrait tantôt sa queue, tantôt son bec. Un matin terrible, ou un matin du terrible, hiver de 1837, qu'elle l'avait mis devant la cheminée à cause du froid, elle le trouva mort au milieu de sa cage, la tête en bas et les ongles dans les fils de fer. Une congestion l'avait tué sans doute. Elle crut à un empoisonnement par le persil. Et malgré l'absence de toute preuve, ses soupçons portèrent sur Fabu. Et là, tout d'un coup, à nouveau, changement brutal, la mort du perroquet, si vivant dans les scènes précédentes. Elle pleura tellement que sa maîtresse lui dit « Eh bien, fais-le, ou faites-le, elle l'avouerait quand même, eh bien, faites-le empailler. » Elle demanda conseil au pharmacien, qui avait toujours été bon pour le perroquet. Il écrivit au Havre, un certain Félaché se chargea de cette besogne. Mais comme la diligence égarait parfois les colis, elle résolut de le porter elle-même jusqu'à Honfleur. Les pommiers sans feuilles se succédaient au bord de la route. De la glace couvrait les fossés, des chiens aboyaient autour des fermes. Et les mains sous son mantelet, avec ses petits sabots noirs et son cabas, elle marchait prestement sur le milieu du pavé. Elle traversa la forêt, dépassa le haut chêne, atteignit Saint-Gatien. Derrière elle, dans un nuage de poussière et emportée par la descente, une malle-poste au grand galop se précipitait comme une trombe. En voyant cette femme qui ne se dérangeait pas, évidemment elle est sourde, le conducteur se dressa par-dessus la capote et le postillon criait aussi, pendant que ses 4 chevaux, qu'il ne pouvait retenir, accéléraient leur train. Les 2 premiers la frôlaient. D'une secousse de ses guides, il les jeta dans le débord, mais furieux, releva le bras et, à peine volé, avec son grand fouet, lui cingla du ventre au chignon un tel coup qu'elle tomba sur le dos. Du coup, cette violence qui apparaît, comme on avait eu l'attaque du taureau dans un des chapitres précédents, tout d'un coup, ce moment où la malle-poste va brutaliser Félicité.
Son premier geste, quand elle reprit connaissance, fut d'ouvrir son panier. Loulou n'avait rien, heureusement. Il est mort. Elle sentit une brûlure à la joue droite. Ses mains qu'elle y porta étaient rouges, le sang coulait. Elle s'assit sur un mètre de cailloux, se tamponna le visage avec son mouchoir, puis elle mangea une croûte de pain mise dans son panier par précaution, et se consolait de sa blessure en regardant l'oiseau. Arrivée au sommet d'Ecmoville, elle aperçut les lumières de Honfleur qui scintillaient dans la nuit comme une quantité d'étoiles. La mer plus loin s'étalait confusément. Alors, une faiblesse l'arrêta, et la misère de son enfance, la déception du premier amour, le départ de son neveu, la mort de Virginie, comme les flots d'une marée, revinrent à la fois, et lui montant à la gorge, l'étouffaient. Tout d'un coup, ça encore, c'est à nouveau, non pas l'ellipse, mais le retour du temps perdu, qui revient brutalement, qui sont presque proustien dans ce moment où tout est résumé en une phrase. Tout ce qu'on a lu avant, qui remonte et qui l'étouffe. Puis elle voulut parler au capitaine du bateau, et sans dire ce qu'elle envoyait, lui fit des recommandations. Félaché garda longtemps le perroquet. Il le promettait toujours pour la semaine prochaine. Au bout de 6 mois, il annonça le départ d'une caisse. Et il n'en fut plus question. C'était à croire que jamais Loulou ne reviendrait. Ils me l'auront volé, pensait-elle. Enfin, il arriva. Et splendide, droit sur une branche d'arbre qui se vissait dans un socle d'acajou, une patte en l'air, la tête oblique et mordant une noix que l'empailleur, par amour du grandiose, avait dorée. Elle l'enferma dans sa chambre. Cet endroit où elle admettait peu de monde avait l'air tout à la fois d'une chapelle et d'un bazar, tant il contenait d'objets religieux et de choses hétéroclites. Une grande armoire gênait pour ouvrir la porte. En face de la fenêtre surplombant le jardin, un œil de bœuf regardait la cour. Une table près du lit de sangle supportait un pot à l'eau, 2 peignes et un cube de savon bleu dans une assiette ébréchée. On voyait contre les murs des chapelets, des médailles, plusieurs bonnes vierges, un bénitier en noix de coco. Sur la commode couverte d'un drap comme un autel, la boîte en coquillage que lui avait donnée Victor, puis un arrosoir et un ballon, des cahiers d'écriture, la géographie en estampe, une paire de bottines, et au clou du miroir, accroché par ses rubans, le petit chapeau de peluche. Félicité poussait même ce genre de respect si loin qu'elle conservait une des redingotes de monsieur. Toutes les vieilleries dont ne voulait plus Madame Aubin, elle les prenait pour sa chambre. Presque une sorte de musée, cette chambre. C'est ainsi qu'il y avait des fleurs artificielles au bord de la commode et le portrait du comte d'Artois dans l'enfoncement de la lucarne. Au moyen d'une planchette, Loulou fut établie sur un corps de cheminée qui avançait dans l'appartement. Chaque matin, en s'éveillant, elle l'apercevait à la clarté de l'aube et se rappelait alors les jours disparus et d'insignifiantes actions jusqu'en leurs moindres détails, sans douleur, pleines de tranquillité. Ne communiquant avec personne, elle vivait dans une torpeur de somnambule. C'est un peu comme avant cette phrase avec les fantômes qui fonctionnaient, enfin, je ne sais plus exactement comment c'était dit, mais ne communiquant avec personne, elle vivait dans une torpeur de funambule. Il y a quelque chose là à nouveau qui est presque de l'ordre du fantastique, du fantomatique, du spectral chez Félicité. Les processions de la Fête-Dieu la ranimaient.
Elle allait quêter chez les voisines des flambeaux et des paillassons afin d'embellir le reposoir que l'on dressait dans la rue. À l'église, elle contemplait toujours le Saint-Esprit et observa qu'il avait quelque chose du perroquet. Sa ressemblance lui parut encore plus manifeste sur une image d'Épinal représentant le baptême de notre Seigneur. Avec ses ailes de pourpre et son corps d'émeraude, c'était vraiment le portrait de Loulou. On voit que tout d'un coup, un culte religieux va se faire du perroquet, en lien avec ce perroquet qui devient une forme de Saint-Esprit, de personnage divin. L'ayant acheté, elle le suspendit à la place du comte d'Artois. Là aussi, le grand noble comte d'Artois, on le vire pour le Saint-Esprit quand même, mais dans cette espèce de bazar de la chambre de Félicité. De sorte que, du même coup d'œil, elle les voyait ensemble. Ils s'associèrent dans sa pensée, le perroquet se trouvant sanctifié par ce rapport avec le Saint-Esprit qui devenait plus vivant à ses yeux et intelligible. Le père, pour s'énoncer, n'avait pu choisir une colombe, puisque ces bêtes-là n'ont pas de voix, mais plutôt un des ancêtres de Loulou. Et Félicité priait en regardant l'image, mais de temps à autre se tournait un peu vers l'oiseau. Elle eut envie de se mettre dans les Demoiselles de la Vierge. Madame Aubin l'en dissuada. Un événement considérable surgit, le mariage de Paul. Après avoir été d'abord clerc de notaire, puis dans le commerce, dans la douane, dans les contributions, et même avoir commencé des démarches pour les eaux et forêts, à 36 ans, tout à coup, par une inspiration du ciel, il avait découvert sa voix. L'enregistrement, et là on retombe aussi, l'enregistrement, on se dit, il a trouvé un truc extraordinaire, après avoir passé quand même par la douane, les contributions, etc., c'est pas très folichon tout ça, l'enregistrement. Et il montrait de si hautes facultés qu'un vérificateur lui avait offert sa fille en lui promettant sa protection. Alors on voit aussi tout ce monde de petits fonctionnaires qu'on a chez Flaubert, qu'on a aussi chez Maupassant et compagnie à cette époque-là où évidemment on a toujours un regard un peu méprisant sur ces gens-là. Paul, devenu sérieux, l'amena chez sa mère. Donc cette fille d'un enregistreur, d'un vérificateur plutôt. Elle dénigra les usages de Pont-l'Évêque, fit la princesse, blessa Félicité. Madame Aubin, à son départ, sentit un allègement. La semaine suivante, on apprit la mort de M. Bourret, en Basse-Bretagne, dans une auberge. La rumeur d'un suicide se confirma. Des doutes s'élevèrent sur sa probité. Madame Aubin étudia ses comptes et ne tarda pas à connaître la kyrielle de ses noirceurs. Détournement d'arrérage, vente de bois dissimulé, fausse quittance, etc. De plus, il avait un enfant naturel et, entre guillemets, des relations avec une personne de Dozulé. On voit tout d'un coup le personnage qui était l'ami de la famille, personnage qu'on mettait sur un piédestal, tout s'effondre au moment de sa mort, parce que c'était un margoulin. Ces turpitudes l'affligèrent beaucoup. Au mois de mars 1853, on a quand même passé quelques années, parce qu'avant on était en 1837, si je ne me trompe pas, donc effectivement, 1837 c'est la mort du perroquet, et là on est déjà en 1853. Donc au mois de mars 1853, elle fut prise d'une douleur dans sa poitrine. Sa langue paraissait couverte de fumée, les sangsues ne calmèrent pas l'oppression, et le 9e soir, elle expira, ayant juste 72 ans. À nouveau la mort qui survient brutalement, celle de Madame Aubin ici. On la croyait moins vieille, à cause de ses cheveux bruns, dont les bandeaux entouraient sa figure blême, marquée de petites véroles. Peu d'amis la regrettèrent, ses façons étant d'une hauteur qui éloignait.
Là aussi, la phrase est assez terrible. Peu d'amis la regrettèrent. Bon, vraiment des amis. Félicité la pleura, comme on ne pleure pas les maîtres. Là, tout d'un coup, les distances sociales se rétrécissent. Que madame mourût avant elle, cela troublait ses idées. Lui semblait contraire à l'ordre des choses, inadmissible et monstrueux. 10 jours après, le temps d'accourir de Besançon, les héritiers survinrent. La bru fouilla les tiroirs, choisit des meubles, vendit les autres, puis ils regagnèrent l'enregistrement. Là aussi, cette brutalité et cette ironie très rapide, évidemment, les héritiers qui viennent regarder si on peut choper 2-3 choses dans la maison, mais qui s'en vont tout aussi vite et qui n'ont aucun scrupule. Le fauteuil de madame, son guéridon, sa chaufferette, 8 chaises étaient partis. La place des gravures se dessinait en carrés jaunes au milieu des cloisons. Ils avaient emporté les 2 couchettes avec leurs matelas et dans le placard, on ne voyait plus rien de toutes les affaires de Virginie. Félicité remonta les étages, ivre de tristesse. Le lendemain, il y avait sur la porte une affiche. L'apothicaire lui cria dans l'oreille que la maison était à vendre. Elle chancela et fut obligée de s'asseoir. Ce qui la désolait principalement, c'était d'abandonner sa chambre, si commode pour le pauvre loulou. En l'enveloppant d'un regard d'angoisse, elle implorait le Saint-Esprit et contracta l'habitude idolâtre de dire ses oraisons agenouillée devant le perroquet. Quelquefois, le soleil entrant par la lucarne frappait son œil de verre et en faisait jaillir un grand rayon lumineux qui la mettait en extase. Là, on a aussi une scène d'extase, justement, l'impression d'être une sainte, mais c'est l'œil de verre du perroquet qui vient montrer le caractère trivial de ce qui se passe, avec, là encore, chez Flaubert, une ironie assez manifeste. Son personnage de Félicité, il est attendrissant, mais en même temps, on se moque d'elle beaucoup. Elle avait une rente de 380 francs léguée par sa maîtresse. Le jardin lui fournissait des légumes. Quant aux habits, elle possédait de quoi se vêtir jusqu'à la fin de ses jours et épargnait l'éclairage en se couchant dès le crépuscule. Elle ne sortait guère afin d'éviter la boutique du brocanteur, où s'étalaient quelques-uns des anciens meubles. Depuis son étourdissement, elle traînait une jambe. Et ses forces diminuant, la mère Simon, ruinée dans l'épicerie, venait tous les matins fondre son bois et pomper de l'eau. Ses yeux s'affaiblirent. Les persiennes n'ouvraient plus. Bien des années se passèrent. À nouveau, le temps file. Ce que j'ai lu en quelques minutes ici, c'est 20, 30 ans, 40 ans peut-être. Il y a un sens du compact chez Flaubert. C'est toute une vie, le titre du roman de Maupassant. Une vie, et d'ailleurs quelque chose d'assez proche dans la manière dont ces vies de femmes sont décrites. C'est toute une vie résumée en très peu de temps, mais avec une densité quand même assez extraordinaire. Bien des années se passèrent, et la maison ne se louait pas, et ne se vendait pas. Dans la crainte qu'on ne la renvoyât, Félicité ne demandait aucune réparation. Les lattes du toit pourrissaient. Pendant tout un hiver, son traversin fut mouillé. Après Pâques, elle cracha du sang. Alors la mère Simon eut recours à un docteur. Félicité voulut savoir ce qu'elle avait, mais trop sourde pour entendre, un seul mot lui parvint. Pneumonie. Il lui était connu, et elle répliqua doucement « Ah, comme madame », trouvant naturel de suivre sa maîtresse. Le moment des reposoirs approchait. Le premier était toujours au bas de la côte, le second devant la poste, le troisième vers le milieu de la rue. Il y eut des rivalités à propos de celui-là, et les paroissiennes choisirent finalement la cour de madame Aubin.
Les oppressions et la fièvre augmentaient. Félicité se chagrinait de ne rien faire pour le reposoir. Au moins, si elle avait pu y mettre quelque chose. Alors, on le voit venir, hein. Alors, elle songea au perroquet. Ce n'était pas convenable, objectèrent les voisines, mais le curé accorda cette permission. Elle en fut tellement heureuse qu'elle le pria d'accepter quand elle serait morte. Loulou, sa seule richesse. Du mardi au samedi, veille de la fête-Dieu, elle toussa plus fréquemment. Le soir, son visage était grippé, ses lèvres se collaient à ses gencives, des vomissements parurent. Et le lendemain, au petit jour, se sentant très bas, elle fit appeler un prêtre. 3 bonnes femmes l'entouraient pendant l'extrême onction. Puis, elle déclara qu'elle avait besoin de parler à Fabu. Il arriva en toilette des dimanches, mal à son aise, dans cette atmosphère lugubre. « Pardonnez-moi, » lui dit-elle avec un effort pour étendre le bras. « Je croyais que c'était vous qui l'aviez tué. » Que signifiait des potins pareils? L'avoir soupçonné d'un meurtre? Un homme comme lui? Et il s'indignait, allait faire du tapage. Elle n'a plus sa tête, vous voyez bien. Félicité, de temps à autre, parlait à des ombres. Les bonnes femmes s'éloignèrent. La Simone déjeuna. Un peu plus tard, elle prit Loulou et, l'approchant de Félicité, « Allons, dites-lui adieu. » Bien qu'il ne fût pas un cadavre, les vers le dévoraient. Une de ses ailes était cassée, l'étoupe lui sortait du ventre. Mais aveugle à présent, elle le baisa au front et le gardait contre sa joue. La Simone le reprit pour le mettre sur le reposoir. Et c'est la fin du chapitre 4 de Un cœur simple de Flaubert. Il ne reste plus que le chapitre 5 pour la semaine prochaine, un chapitre de conclusion assez court. Après cette mort, ou en tout cas ce moment d'agonie, de félicité et la présence extraordinaire du perroquet, de Loulou. Et on va attendre un peu avant de voir comment tout ça se termine.